La sortie en salle cette semaine de Baby Girl d'Alina Rein, avec dans le rôle principal Nicole Kidman, nous a donné envie de revenir sur la filmographie de l'actrice australo-américaine en posant cette question simple: c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Nicole Kidman? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Nicole Kidman, ce sont tout d'abord des débuts en Australie, au milieu des années 80, dans une poignée de films passés plutôt inaperçus, comme ce gang des BMX d'un certain Brian Trenchard Smith, où elle chevauche un joli vélo-cross et porte un saillant casque jaune. Avant la révélation en 1989, avec le thriller Calme Blanc de Philip Noyce, dans lequel Nicole Kidman forme avec Sam Neill un couple en deuil, parti en croisière pour se reconstruire, avant que l'arrivée d'un mystérieux naufragé, incarné par Billy Zane, ne bouleverse tout. Alors pour le couple, le début des problèmes, la séparation, et Nicole Kidman, désormais seule, qui va devoir prendre les choses en main. Un calme blanc qui ouvre à Nicole Kidman les portes d'Hollywood, ce que confirme Jour de tonnerre de Tony Scott un an plus tard, où elle croise pour la première fois Tom Cruise, lui le pilote de course rebelle, et elle le médecin chargé de veiller sur lui, et un peu plus si affinité. What do you see? The retina. What's it look like? Very pretty, actually. Un Tom Cruise que Nicole Kidman retrouve 2 ans plus tard dans Horizon lointain de Ron Howard, Tom qui observe Nicole, Nicole qui observe Tom, et enfin Tom et Nicole qui concrétisent en tous les cas un temps. Who's there? Nicole Kidman, c'est ensuite, dans la continuité des années 90, un film de Robert Benton avec Dustin Hoffman, un polar d'Harold Baker avec Alec Baldwin, et un nouveau Batman avec Val Kilmer dans le rôle de l'homme chauve-souris, avant la rencontre importante avec Gus Van Sant pour Prêt à tout, où elle est une Miss Météo locale qui électrise un Joaquin Phoenix adolescent devant son poste de télévision, puis en vrai, lors d'une rencontre professionnelle au lycée, rythmée par le groupe metal Nail Bomb. Et puis, au même moment, dans un genre différent, un très grand film, Portrait de femme de Jane Campion, d'après un roman d'Henry James, où elle campe, à la fin du 19e siècle, une jeune américaine en voyage en Europe, qui flirte avec John Malkovich dans les jardins, qui croise Christian Bell dans les bals, et qui écoute Barbara Hershey jouer au piano du Schubert. Une Nicole Kidman indécise en amour, perdue entre réalité et fantasme, comme le montre cette scène mémorable dans la solitude d'une chambre à la décoration soignée, le tout sur la musique éternelle de Wojciech Kilar.
Nicole Kidman, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 90, un thriller de Mimi Leder avec George Clooney et un film de Griffin Dunne avec Sandra Bullock. Et puis en 1999, une certaine consécration déjà avec Eyes Wide Shut, l'ultime film de Stanley Kubrick. Elle y retrouve Tom Cruise pour une soirée de Noël plutôt chic, Avant les baisers devant le miroir, rythmé par la voix de Chris Isaak, puis la dispute du couple, marquée par les confidences tardives qui déstabilisent, et les images mentales qui hantent, une Nicole Kidman naviguant une nouvelle fois entre fantasme et réalité, troublante de la première à la dernière image. And you know, there is something very important that we need to do as soon as possible. What's that? Fuck. Nicole Kidman, c'est ensuite, au début des années 2000, un film anglais de Jess Butterworth, Nadia, aux côtés notamment de Ben Chaplin, mais aussi le premier film américain de l'espagnol Alejandro Amenábar, Les Autres, soit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un manoir isolé sur une île anglaise isolée, 2 enfants et une gouvernante, et puis une mère perdue, Nicole Kidman, déambulant au dehors dans des ambiances brumeuses anxiogènes, puis en intérieur, dans des pièces recouvertes de draps blancs encore plus anxiogènes. Et puis, au même moment, l'exact opposé, avec le faste coloré du Moulin Rouge de Baz Luhrmann, pour un duo enchanté avec Ewan McGregor, citant tour à tour David Bowie, Whitney Houston et Elton John. You're gonna be bad for business, I can tell. Nicole Kidman, c'est ensuite, dans la continuité des années 2000, un thriller de Robert Benton avec Anthony Hopkins, adapté de Philip Roth, et une fresque historique d'Anthony Minghella avec Jude Law et Renée Zellweger, mais aussi un film qui vaudra à Nicole Kidman un Oscar, The Hours de Stephen Daldry, où elle incarne Virginia Woolf au début du siècle, en pleine écriture de son chef-d'œuvre, Mrs. Dalloway, lequel va résonner avec la vie de Julianne Moore dans les années 50, puis celle de l'éditrice Meryl Streep dans les années 2000. Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. Et puis au même moment, la prise de risque encore, avec la rencontre au sommet avec Lars von Trier pour Dogville, où elle est une mystérieuse égarée que les habitants d'une ville peu recommandable vont transformer en leur esclave. Mais le très grand film avec Nicole Kidman à cette période, prise de risque toujours, arrive en 2004 avec Birth, réalisé par Jonathan Glazer, d'après un scénario de Jean-Claude Carrière. Nicole Kidman, cheveux courts, y incarne une jeune New-Yorkaise tentant de refaire sa vie après la mort de son mari, avant la rencontre déstabilisante avec un jeune garçon prétendant être la réincarnation de ce défunt mari. He wants to talk to me in private. It's me, Sean.
S'ensuit pour Nicole Kidman un trouble dans la rue, au milieu de la foule, sur la musique d'Alexandre Desplat. Puis un trouble au milieu de la foule à l'opéra, sur la musique de Wagner. Et enfin un trouble dans la baignoire, à deux, face à face, dans le silence. Nicole Kidman, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 2000, un Sidney Pollack aux côtés de Sean Penn et un Noah Baumbach avec notamment Jack Black, mais aussi les retrouvailles avec Baz Luhrmann pour un film épique avec Hugh Jackman et une variation autour de la série Ma sorcière bien-aimée, signée Nora Ephron. Et puis à la même période, une participation au film d'animation Happy Feet de George Miller, où elle prête sa voix au manchot Norma Jean, avec notamment en ouverture une reprise savoureuse du Kiss de Prince. You don't have to be beautiful to turn me on. Et puis au même moment, un second rôle dans la comédie musicale Nine de Rob Marshall, inspiré du cinéma de Federico Fellini, où dans une ambiance plutôt surannée, elle incarne la muse du cinéaste Daniel Day-Lewis, qu'elle illumine, et littéralement, enfin, toujours la même période, dans Fur de Steven Sheinberg, le rôle de la photographe Diane Arbus à ses débuts, croisant entre rêve et réalité une nouvelle fois, Robert Downey Jr. en mystérieux voisin très velu, qu'elle va progressivement apprivoiser, tout d'abord en le rasant, puis bien évidemment en le photographiant. Nicole Kidman, c'est ensuite, dans les années 2010, un thriller de Joel Schumacher avec Nicolas Cage et un autre de Park Chan-wook avec Mia Wasikowska, mais aussi une reine du désert chez Werner Herzog et une princesse de Monaco chez Olivier Dahan. Et puis au même moment, la rencontre avec John Cameron Mitchell pour Rabbit Hole, où elle incarne une nouvelle fois une jeune mère confrontée au deuil impossible, celui d'un fils, et qui va développer une relation trouble avec le jeune adolescent responsable de l'accident fatal, incarné par Miles Teller. Et puis au même moment, dans un genre très différent, Paperboy de Lee Daniels, où elle casse son image en incarnant une bimbo en rose, en vert, en bleu ou en jaune, avec deux scènes qui ont, en leur temps, électrisé le Festival de Cannes, un sauvetage périlleux sur la plage au-dessus d'un Zac Efron au plus mal, piqué par un banc de méduses, et on va être sobre, on ne va pas aller plus loin, puis une scène de fellation simulée en prison face à John Cusack, et on va être sobre là aussi, on ne va pas aller plus loin. Nicole Kidman, c'est ensuite, dans la continuité des années 2010, une participation à un film de Garth Davis et des retrouvailles avec Jane Campion pour la saison 2 de sa série Top of the Lake, et puis au même moment, la rencontre avec Sofia Coppola pour Les Proies, remake du film de Don Siegel, où en pleine guerre de sécession, elle est une directrice de pensionnat recueillant un soldat blessé, Colin Farrell, dans une certaine douceur, en tous les cas au début. Et puis dans la foulée, la rencontre avec Yorgos Lanthimos pour Mise à mort du cerf sacré, où elle forme, avec Colin Farrell toujours, un couple de médecins en apparence parfait, avant que la faute professionnelle et le poids de la culpabilité ne s'abattent sur ses enfants par ricochet comme une malédiction. Enfin, le grand rôle de Nicole Kidman à cette période, celui de Celeste Wright pour la série télé Big Little Lies, créée par David Kelly et mise en scène par Jean-Marc Vallée et qu'elle produit, où une nouvelle fois, elle forme un couple en apparence parfait, cette fois avec Alexander Skarsgård,
mais bientôt un incident à l'école concernant 2 enfants qui fait tout basculer et révèle la violence conjugale. Stay away from that kid. Take your hand off. If I can't be here to look out for them, I need to know that you do. I asked you to remove your fucking hand. Ce qui rend les quelques moments de douceur qui restent à vivre, comme cette danse sur le Harvest Moon de Neil Young, scorie d'un temps passé, encore plus douloureux. Most beautiful song for the most beautiful woman. Don't give up on me, baby. Nicole Kidman, c'est ensuite, à la fin des années 2010, une incursion dans le monde de DC Comics, dans le rôle de la reine Atlana, et une participation au remake d'Intouchable, aux côtés de Bryan Cranston et Kevin Hart, mais aussi un polar de Karyn Kusama, Destroyer, où elle apparaît méconnaissable en inspectrice errant sur les routes de Los Angeles au bout du rouleau. Look at that face. You're hungry. Hungry little mutt. You want. Enfin la même période, Boy Erased de Joel Edgerton, d'après les mémoires de Gerard Conley, où elle renoue avec son rôle de mère idéale, pilier d'une famille américaine modèle, avec son mari pasteur Russell Crowe et son fils Lucas Hedges, mais une nouvelle fois le vernis des apparences qui se craquelle avec l'annonce de l'homosexualité du fils, et Russell Crowe avec la complicité silencieuse de Nicole Kidman de lui imposer alors une thérapie de conversion dans une lumière lugubre et dans un silence glaçant. I'm going to ask you that question now, son. In your heart, do you want to change? Nicole Kidman, c'est enfin aujourd'hui un nouveau film DC Comics, mais aussi le rôle de la comédienne Lucille Ball, aux côtés de Javier Bardem, chez Aaron Sorkin, ou encore une participation à une comédie musicale de Ryan Murphy, avec notamment Meryl Streep, et puis sur le petit écran, de nouvelles apparitions, et notamment dans Nine Perfect Strangers, où elle retrouve David Kelly, 4 ans après Big Little Lies, aux côtés notamment de Michael Shannon et Melissa McCarthy. Avant donc, aujourd'hui, la sortie événement du film d'Alina Rein, Baby Girl, avec lequel Nicole Kidman a récemment triomphé au Festival de Venise, en y emportant le prix d'interprétation féminine, prouvant qu'à l'aube de la soixantaine, Nicole Kidman est finalement aujourd'hui l'une des rares actrices à ne pas avoir connu le creux que le cinéma hollywoodien réserve en général aux comédiennes ayant dépassé un certain âge, car si Nicole Kidman a été révélée en tant que sex symbole à la fin des années 80, elle s'est ensuite épanouie en tant que comédienne dans les décennies suivantes, multipliant les projets risqués portés par les cinéastes les plus ambitieux, de la néo-zélandaise Jane Campion au danois Lars von Trier, de l'espagnol Alejandro Amenábar au coréen Park Chan-wook, du grec Yorgos Lanthimos à l'américaine Sofia Coppola, en passant par l'allemand Werner Herzog ou le britannique Jonathan Glazer. Et justement, terminons cette évocation en revenant à notre préféré, le Birth de Jonathan Glazer donc, et plus précisément la grande scène du film, Nicole Kidman en plein trouble, qui se rend en retard à l'opéra, une représentation de la Valkyrie de Wagner, une scène au dispositif très simple, qui a la beauté de l'évidence, le visage de Nicole en gros plan, qui retient, contient, envers et contre tout,
alors que sur la bande-son, les notes de Wagner, elles, se déversent comme un torrent de larmes, une scène 1000 fois citée dans Blow Up? Eh bien, pour célébrer Nicole Kidman, la seule, l'unique, que voici dans Blow Up, une 1001e fois.